Alors, je suis un peu dans l'ambiance parce que j'ai passé 2 heures ce matin avec un politicologue de. Moi, je dis encore politicologue, je m'excuse pour les politologues, de l'Université du Québec qui fait sa thèse de maîtrise sur les raisons des échecs des tentatives québécoises des dernières années, en fait, depuis les gouvernements de M. Lévesque puis le gouvernement Charest. Alors, dans l'ordre du jour, c'est marqué les initiatives gouvernementales. En fait, c'est marqué parlementaire, j'ai ajouté gouvernemental, parce que toutes les initiatives politiques n'ont pas nécessairement abouti à l'Assemblée nationale, et celles qui ont abouti à l'Assemblée nationale sont arrivées dans le même panier, de toute façon, que les initiatives gouvernementales. Alors, essentiellement, si on veut prendre la période qu'on pourrait appeler moderne, post-révolution tranquille ou pendant la révolution tranquille, il y a eu d'abord l'événement de 1966 qui a traumatisé un ministre du gouvernement Lesage en particulier, c'est René Lévesque. Et 2 ans plus tard, il quittait le Parti libéral pour les raisons que tout le monde connaît et il a, à ce moment-là, fait en sorte que dans le programme du parti qu'il a fondé, on retrouve cet engagement de réformer le mode de scrutin. Et le traumatisme est devenu encore plus grand en 1970 et en 1973, quand les résultats électoraux ont réellement désavantagé de façon inacceptable les électeurs et les électrices qui avaient voté pour le Parti québécois. Donc, on se retrouve en 1976. En 1976, M. Lévesque a mis l'accent, comme c'était inévitable, sur le premier engagement, qui concernait l'article 1 du parti. Donc, l'action du gouvernement a été sur le bon gouvernement et le référendum qu'on a fait en 80. En 81, M. Lévesque et le Parti québécois ont été réélus avec un pourcentage d'appui beaucoup plus fort qu'en 76, presque 49 ou 50 un peu moins que 50 du vote. Et dans le discours inaugural qui a suivi, M. Lévesque a là clairement indiqué son intention de procéder à la deuxième réforme. Il y avait d'abord eu des réformes des institutions démocratiques à l'égard du financement des partis politiques et d'autres éléments. Il y avait eu quelques éléments de la réforme parlementaire initiée par Robert Burns et le président de l'époque. Mais on n'était pas allé au cœur, sauf si on parle du financement des partis politiques, au cœur du processus électoral. Donc, il y a ça dans le programme politique du gouvernement et l'engagement politique de M. Lévesque dans son discours inaugural. Et par la suite, bon, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une crise économique, il y a eu des conflits internes au PQ en masse. Il y a eu des problèmes avec quelques syndicats à travers le Québec, comme ça. Et puis, finalement, on s'est retrouvé dans des démissions parce qu'il y a également eu le beau risque. Alors, s'est retrouvé dans une conjoncture politique qui a fait que 3 ans et demi à peu près, ou 4 ans plus tard, M. Lévesque a voulu relancer le débat et puis le dossier. Il a confié à Marc-André Bédard le soin de préparer un projet de loi. Et finalement, il y a eu des discussions à l'interne. Il faut dire très franchement, puis je le dis pour tout le monde, parce que je ne ferai pas de cadeau à personne, Marc-André Bédard, c'était sans doute un de ceux qui n'aurait pas fallu confier le dossier parce qu'il n'y croyait pas. Alors, le résultat, c'est qu'il y a eu une proposition qui n'a jamais été présentée à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu un débat au Conseil des ministres et le Conseil des ministres était très divisé. Il y a eu un caucus auquel j'ai participé qui, lui aussi, a été divisé, mais peut-être majoritairement comme au Conseil des ministres contre. Et par la suite, à ce caucus-là, comme c'est souvent le cas, il y avait des représentants aussi de la direction du parti. Donc, le résultat, c'est que quand on aurait pu passer à l'étape de présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce qu'il n'y avait pas le consensus et M. Lévesque n'avait plus la force politique de pouvoir le faire. Il était lui-même en maladie, il était en dépression nerveuse et puis les crises internes du PQ l'avaient affaibli considérablement. Donc, on se retrouve finalement en 1985 avec des nouvelles élections, puis là, ben, c'était plus dans le radar de personne. Jusqu'aux élections de 1998, où, à nouveau, les libéraux ont été desservis par le mode de scrutin avec 35 000 voix de moins et une majorité parlementaire très forte du PQ.
Ça a amené la création du MDN, et ça a amené les partis politiques à tous se dire en faveur d'une réforme du mode de scrutin. C'était encore dans le programme du Parti québécois. C'est maintenant apparu dans le radar de Jean Charest et des libéraux. C'était dans le programme de l'ADQ aussi. Jean Allaire, qui est ici, le sait. C'était le Québec solidaire n'était pas encore dans la carte parlementaire, mais je crois que l'UFP existait déjà à ce moment-là, puis c'était parmi les choses sur lesquelles les gens s'étaient déjà mis d'accord. Alors, ces élections-là ont conduit M. Bouchard à prendre le pouvoir, et je suis devenu président de l'Assemblée nationale en 1996 jusqu'en 2002. Alors que j'ai été nommé effectivement ministre de la Réforme électorale et parlementaire, et j'ai demandé, ça a été fait un mois plus tard, que ce titre soit changé pour ministre de la Réforme des institutions démocratiques. Et quand j'étais président de l'Assemblée, j'avais fait en sorte qu'il y ait un budget accordé au président comme au ministre, un budget discrétionnaire. J'avais donné 5 000 $ au MDN. On s'est retrouvé donc comme président, à la fin de mon mandat comme président, avoir donné cette subvention-là, et j'avais rencontré M. Landry, puis je me rappelle très bien, il y avait une chronique de Michel David dans Le Devoir qui était sinon par intérêt, sinon par vertu, du moins par intérêt, parce que le gouvernement Landry a pris une débâcle au plan des sondages, puis on prédisait dans les sondages que le PQ se retrouverait à la même chose qu'en 1973, avec la possibilité d'avoir 6 députés et 33 % du vote. Alors, c'est là que j'ai été nommé, et moi, je voulais qu'on s'engage dans la réforme du mode de scrutin, évidemment, et aussi dans la réforme des institutions démocratiques. La partie de la réforme, comment ça s'est fait, tout ça, je vais laisser ça à Claude Belland. On a présenté un livre vert et recruté des gens pour présider puis organiser les États généraux. Ça a été confié à Claude Belland. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que M. Belland a présenté le rapport des États généraux au mois de mars, très rapidement après, de façon étonnante et efficace, très rapidement après les États généraux eux-mêmes, et on s'est retrouvé en élection quelques jours plus tard. Et je le dis parce que finalement, je l'ai déjà écrit dans mes mémoires, alors ce n'est pas de nouveau. J'ai été obligé de mettre ma démission sur la table pour s'assurer que les recommandations de M. Belland et de ses collègues soient dans le programme électoral. J'ai été même obligé de faire en sorte qu'au Conseil national qui a précédé les élections, après son déclenchement, que le tripotage que certains avaient voulu faire des textes ne se fasse pas, et que les textes disent exactement ce qu'on s'était convenu par rapport aux conclusions des États généraux. Alors, étonnamment, pendant la campagne électorale, M. Landry, qui n'était pas tellement chaud, qui n'était plus très chaud, pour dire le moins, a fait une déclaration assez spectaculaire. Donc, a devancé Pierre Trudeau, pas Pierre, mais Justin, je m'excuse, mais c'est ce que vous voulez, je suis un peu un vieux de la vieille, et a promis que ce seraient les dernières élections au Québec avec le mode de scrutin actuel. Jean Charest a renchéri également. Mario Dumont, c'était dans son programme, était bien d'accord. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, je ne sais pas si Québec solidaire avait été créé. Vous êtes à créer en quelle année? Ah non, donc c'est ça, il n'était pas. Alors, tout le monde a promis aux élections de 2003 que ce seraient les dernières élections. Bien, vous savez ce qui est arrivé, c'est-à-dire que moi, j'ai cessé d'être ministre de la réforme des institutions démocratiques, mais on s'est retrouvé dans l'opposition. Alors, M. Landry, conséquent avec, dans le fond, pas ce qu'il avait dit pendant la campagne, mais ce qu'il avait fait pendant mon mandat, puis un peu avant, a fait en sorte que ce soit un autre député qui ne croyait pas à la réforme du mode de scrutin, qui est maintenant député du Bloc québécois, qui soit responsable comme critique de ce dossier-là. M. Charest l'a mis dans son discours inaugural en 2003 et a nommé, c'était le leader parlementaire, Jacques Dupuis. Honnêtement, c'en était un autre qui ne croyait pas vraiment, mais malgré tout, il a fait un travail de préparer un avant-projet de loi, puis il y a un certain travail qui a été fait avec le secrétariat de la réforme des institutions démocratiques. Et à un moment donné, la balle, il y a eu un remaniement ministériel, et M. Charest a donné le mandat à Benoît Pelletier, qui, je crois, y croyait. Mais il s'est retrouvé, lui, avec, je crois, je le dis très franchement, puis avec un chef comme moi qui n'y croyait plus ou qui n'y a peut-être jamais cru. Et finalement, des collègues qui n'y croyaient pas vraiment pour une majorité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en privé. C'est ce que d'ailleurs le chercheur que j'ai rencontré ce matin m'a révélé, qui avait fait une rencontre privée avec des gens du MDN, et
avait dit, écoutez, il y a deux raisons pour lesquelles, c'est-à-dire mes collègues au gouvernement, ils ne veulent pas, les députés non plus. Puis, deuxièmement, ben là, j'ai eu bien des représentations du monde municipal qui craignaient de voir le pouvoir des régions diminuer. Alors qu'on a vu la semaine dernière, ceux qui étaient là, que c'est l'inverse qui pourrait se produire. Sauf qu'il aurait fallu qu'il y ait une réplique. Et il n'y en a jamais eu de réplique solide. Si bien que finalement, on s'est retrouvé avec un gouvernement libéral qui n'a pas pu honorer sa parole, en fait, qui l'a trahi, comme le PQ l'avait trahi, comme le gouvernement précédent l'avait trahi. Alors, et puis, est arrivé à un moment donné un gouvernement minoritaire de M. Charest, puis Mario Dumont est devenu chef de l'opposition officielle. Peut-être aspirant premier ministre, évidemment, parce que quand tu es chef d'opposition officielle, tu es aspirant premier ministre, avec curieusement, ça n'a plus été dans son discours. C'était lui aussi sorti de son radar. Et voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections depuis, le Parti québécois a repris le pouvoir sous Pauline Marois. On est allé plus loin au PQ, c'est-à-dire qu'on a enlevé cet engagement-là du programme politique. Donc, il n'y a plus rien dans le programme du Parti québécois à cet égard-là. Et du côté de M. Couillard, et par la suite, ben, je n'étais pas dans le radar, ça ne l'est pas encore. Puis là, bon, il y a la présence de gens du Parti libéral, on nous dira jusqu'où on est rendu. Mais il y a les deux seules déclarations qui ont été faites jusqu'à ce jour par la ministre responsable. C'est une par son attaché de presse qui disait que finalement le statu quo c'était bien correct parce que ça assurait la stabilité du gouvernement. Puis l'autre, ben, on va regarder ce qui se passe à Ottawa avec M. Trudeau, puis on verra après. Entre-temps, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une conjoncture. M. Trudeau, lui, est arrivé au pouvoir, a fait cet engagement-là, a repris dans le fond l'engagement de Bernard Landry de 2003. Ça sera la dernière élection fédérale avec le mode de scrutin actuel. Entre-temps, il y a eu le chemin de Damas de François Legault, puis Benoît Charest, qui est député de la CAQ, est venu me voir un après-midi. Il était responsable de la réforme. Et j'ai vu par la suite qu'il était sérieux parce que les propositions qu'il a faites allaient dans le sens de ce qui avait déjà été proposé. Et c'est maintenant dans le programme de la CAQ. Québec solidaire a été créé, a repris finalement, a mis ça dans ses engagements. Eux aussi, aux élections qui ont suivi, ont été défavorisés. Et, entre-temps, la problématique des indépendantistes, dans le contexte actuel, a commencé à avoir la convergence comme étant un instrument de possible. Et il y a eu des militants du PQ qui, finalement, ne sont plus allumés, qui se sont rendus compte que l'argument principal pour le PQ de renoncer, c'était qu'on voulait contrôler l'agenda référendaire. Mais là, il est arrivé quelque chose. En Écosse, les indépendantistes ont pris le pouvoir avec le mode de scrutin dont on a parlé la semaine dernière, qui est sans doute le mode de scrutin qui serait le plus intéressant pour le Québec d'aujourd'hui. Alors là, l'argument de pouvoir contrôler l'agenda référendaire ne fonctionnait plus. Il y avait une nouvelle génération de militants, de jeunes. Des gens du comté de Rosemont, au cours des derniers mois, sont arrivés au dernier Conseil national avec une proposition. M. Pellado l'avait appris, s'est montré ouvert. C'était le premier signe parce qu'il n'avait pas répondu à la lettre ouverte que le MDMN et plusieurs personnalités avaient présentée publiquement à l'occasion de la course à la chefferie. Et une semaine après, lui et François Legault se sont retrouvés au rassemblement des femmes que Lise Payette avait initié et sont allés plus loin. En particulier M. Pellado, et a dit que non seulement il faudrait regarder ça, mais on le ferait. Et là, on en est là. Ça veut dire que la résolution qui a été adoptée au Conseil national du PQ fait en sorte que la proposition principale que devra être présentée aux comtés, aux régions, puis aux congressistes, l'exécutif national devra inclure à nouveau l'engagement de procéder à la réforme. C'est ce que les militants ont voté très majoritairement. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des partis d'opposition maintenant qui sont tous favorables. Et pour le moment, il y a un gouvernement qui ne l'est pas, mais qui a posé un geste que j'apprécie, comme tous ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire qu'il a délégué quelqu'un ici la semaine dernière, aujourd'hui plus. Et bon, on verra pour la suite. Mais on en est là à l'égard des initiatives gouvernementales et parlementaires. Dans les faits, l'Assemblée nationale n'a jamais été saisie d'un projet de loi comme tel. Elle a été saisie d'un avant-projet de loi, mais il n'y a jamais eu de projet
pour l'avenir, si un jour ça pouvait débloquer plus vite que plus tard, la vraie question, ce sera, et je pense que l'exercice qui a été initié par le MDM pourra nous permettre de, comment je pourrais dire, de prendre les bouchées doubles, c'est que, est-ce qu'on devra refaire l'exercice ou est-ce qu'on partira peut-être d'un consensus entre les partis pour procéder plus rapidement? Mais on est en monarchie élective et tant que le monarque élu ne veut pas que ça se fasse, ça ne se fera pas, quel que soit le parti politique, on l'a vu. Et si tout à coup on se retrouve avec un gouvernement minoritaire la prochaine fois, ben, il faudrait que sa majorité parlementaire, sur laquelle il reposerait la confiance de la Chambre, fasse en sorte qu'il se retrouve avec des alliés qui veulent le faire, si lui-même voulait le faire. Voilà la réalité gouvernementale et parlementaire. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Donc, Jean-Pierre Charbonneau, donc un grand retour historique aussi sur toute la démarche. Je sais que vous êtes contenu de ne pas tomber trop dans la partisanerie. Je sais que c'est difficile par moment, mais merci beaucoup pour ce bref retour historique. Voilà, c'est ça. On graphine tout le monde, des fois, pour le faire juste pour quelques-uns. Monsieur Claude Bélan, donc, qui a été président des États généraux, peut-être juste avancé. Voilà, c'est ça, c'est vous maintenant. Donc, président des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques et qui a aussi été fondateur du mouvement Démocratie Citoyenneté du Québec. Il va nous en dire quelques mots là, pour nous parler de la mobilisation. Donc, on parle du politique, mais aussi donc des partis politiques, mais aussi de la société civile, des citoyens qui ont été consultés sur cette question-là. Monsieur Bélan. Moi, je voudrais vous dire que je n'ai pas été lapidé par M. Charbonneau. J'ai été nommé par lui un bon matin pour prendre la présidence des États généraux. Moi, j'ai fait une carrière dans le monde des entreprises sous contrôle démocratique. 60 quelques années où j'ai été actif dans le mouvement coopératif jusqu'à la présidence du mouvement Desjardins. Et j'avais compris, puis solidement, que la démocratie, c'était une personne, un vote. Mais à chaque fois, quand même, il fallait bien que je vote comme citoyen. Et moi, je reste dans un comté, je ne dirais pas lequel, mais un comté qui est libéral depuis la fondation du Québec, je pense. Et c'en est pour nous, disons, amusant, parce que le soir des élections, quand on commence à donner les résultats, et que là, Parti libéral, 10 260, et le parti pour lequel je votais, 36. Alors, je disais à mon épouse, viens, ils sont en train de parler de nous autres, là. Mais ça, c'était la partie drôle. Mais la partie qui me choquait, parce que quotidiennement, je travaillais avec la démocratie, une personne, un vote, c'est quand il y a plus de monde qui sont favorables à quelque chose qui finalement l'emporte, et que dans le monde politique, l'élection donnait des résultats tout à fait contraires. La plupart du temps, j'allais dire tout le temps, le parti qui arrive au pouvoir, c'est un parti qui n'est pas voulu par la majorité des employés, des électeurs. Et je me disais, ça n'a pas de sens. J'ai vu Robert Bourassa mériter 102 sièges avec à peu près 43% du vote. Je dis, ça n'a pas de sens. Et ça n'a tellement pas de sens que les politiciens ne sont pas capables de régler ça. Je me disais, ça se peut pas. Alors, quand Jean-Pierre Charbonneau m'a approché, je venais de prendre ma retraite. J'ai pris ma retraite en l'an 2000. Bon, on appelle ça une retraite. Je ne sais pas si on appelle ça une retraite, mais en tout cas, j'ai abandonné, non, même pas abandonné, mais j'ai quitté Desjardins. Et qu'on m'a proposé ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Puis je me disais, on ne peut pas manquer notre coup parce qu'on va faire ça vraiment avec les citoyens. M. Charbonneau m'avait dit, moi, je vais nommer seulement une personne, c'est toi. Et toi, tu vas choisir les commissaires. Parce que je veux un comité qui est fondamentalement citoyen. Alors, j'ai fait mon travail. Et j'ai demandé au recteur de l'Université McGill d'en faire partie. Le recteur m'a dit oui.
J'ai demandé à Jean Allaire, qui était le fondateur d'un parti politique, Monique Vézina-Barra, qui était conservateur du Parti conservateur à Ottawa, qui avait quitté la politique, mais quand même, deux jeunes, Mme Paris, qui était la présidente de la Ligue des Noirs. J'avais un comité citoyen, je ne nommerai pas tout le monde, mais on était 9. Et on a fait 27 villes. On a rencontré au-delà de 3500 personnes. En plus, on distribuait des questionnaires, des questionnaires assez longs, et on a obtenu 3500 réponses. Et ensuite ont eu lieu les fameux États généraux au Centre des congrès à Québec. 1000 personnes qui se réunissent pendant 3 jours et qui donnent comme résultat 90% sont en faveur d'un vote proportionnel, 82% sont en faveur d'une constitution québécoise, etc., etc. Je vous fais grâce de tout ça. Là, je ne vais pas passer mon temps à vous donner des chiffres. Mais une volonté citoyenne extraordinaire. Et Gérald Larose était un peu jaloux de moi parce que pendant une certaine période, en même temps que moi, lui, il faisait des consultations sur la culture, la langue française. Et il me disait, t'es chanceux, toi. À tes réunions, il y a 100 personnes, 150 personnes, puis moi, il y en a 12, 15, 20. Ça montrait que les gens, ils ne sont pas si bêtes que ça quand on leur parle de mode de scrutin. Ils sont capables de comprendre. Je me souviens, moi, j'avais le privilège, je ne l'ai pas fait souvent, mais d'aller dans un caucus d'un des partis, des 3 partis, mais j'étais allé dans, je ne dirais pas lequel, mais un caucus d'un parti. Les gens me disaient, venez voir comment on discute, puis alors je suis allé, puis finalement, il y a un député qui était là, qui se lève, puis il dit, Monsieur Belland, là, franchement, je vous pensais plus intelligent que ça. Les gens, ils ne connaissent pas ça, les modes de scrutin, puis ils ne connaissent pas ça. Vous perdez votre temps. Alors, j'avais demandé à lui, j'ai dit, mais vous, avant d'être député, vous étiez quoi? Ben, j'étais électricien, puis je le suis encore. Et vous connaissez ça, les modes de scrutin? Ben oui, je suis député. Alors, je ne savais pas que ça donnait la science infuse. Mais je me disais, est-ce que ça se peut? Mais quand je regarde tout ce qui se passe, finalement, pourquoi on ne réussit pas à incarner dans une loi la volonté populaire au niveau de 90 puis de 80%, on ne réussit pas ça parce qu'il y a quelques députés ou quelques ministres qui n'aiment pas le projet. C'est l'impression que ça nous donne. Et ça, je trouve ça très malheureux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on comprendra les mérites d'une véritable démocratie, parce que quand c'est la majorité qui parle, oui, on peut dire qu'on est en démocratie. Il faut que, à mon point de vue, si on veut rétablir la confiance dans le monde politique, moi je suis membre d'un institut qui s'appelle l'Institut de la confiance. La semaine dernière, à l'ACFAS, j'ai organisé un petit colloque sur la confiance. Et partout, les résultats qu'on obtient, ceux qui ne méritent pas la confiance et qui sont en première place, malheureusement, c'est nos élus. Et ça, c'est triste à mourir. On élit des gens en qui on n'a pas confiance. Alors, dans ce sens-là, pour moi, l'expérience de cette démarche exceptionnelle. J'écoutais dernièrement un ancien ministre du Parti libéral qui a été impliqué dans le dossier, à qui on demandait, c'est à l'Institut de la confiance, on a fait témoigner des gens, et cet ancien ministre est venu. Et quand on lui a dit, racontez-nous, et moi je suis assis là, racontez-nous ce qui s'est passé pour le mode de scrutin. Ça a commencé par la commission que lui, il a présidée. Comme s'il n'y avait rien eu avant.
Parce que quand on est en politique, si je comprends bien, ce a fait l'autre parti, on ne construit pas là-dessus. On recommence. On recommence à zéro. On se dit, oh non, c'était fait par le PQ. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. On recommence. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai été remettre mon rapport, et ensuite, il y a eu les élections. Le ministre qui était en poste, que je connaissais bien, on a été à l'université ensemble. Il m'appelle, puis il dit, j'ai vu ton rapport, viens me voir. Alors, j'arrive dans son bureau. Il était en train de le lire, comme ça. Il me dit, ouais, ça sent le PQ à plein nez. Ben, j'ai dit, sais-tu qui a décidé ça? C'est la population. La population, est-ce qu'elle sent le PQ à plein nez? Puis les commissaires qui étaient là, des gens du Parti québécois, j'en avais pas des connus, en tout cas. Les gens, ils venaient du Parti conservateur ou autre, et c'était ça. Mais j'étais renversé de voir que c'est comme si on recommençait. On commençait, pas recommençait, on commençait vraiment le travail pour changer le mode de scrutin avec le comité que lui avait mis sur pied. Et pourtant, nous, on a parcouru la province. Là, c'est une commission parlementaire qui a parcouru une partie de la province, mais ils sont à peu près arrivés au même résultat. Il avait même engagé un spécialiste, un professeur d'université, qui lui a fait un rapport favorable à un vote proportionnel. Et même le parti, à ce moment-là, ne l'a pas accepté. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire, mais je m'aperçois que tant et aussi longtemps qu'elle sera uniquement entre les mains des membres de partis politiques, là, des élus, on n'arrivera jamais, à mon point de vue, je suis peut-être pessimiste, mais on n'arrivera jamais à des conclusions positives. Voilà mon expérience dans le domaine. J'ajouterais juste par rapport à ce que M. Belland a dit. Je l'avais oublié, puis dans le fond, quand sa présentation me le fait rappeler. Après cet avant-projet de loi qui n'a pas eu de suite, alors le gouvernement de M. Charest a envoyé la rondelle au DGE pour avoir un avis. Et l'avis a été donné, et l'avis était positif. Donc, c'était faisable. Deux petites choses. Il y a eu un livre vert que, quand j'ai demandé à M. Belland, j'avais, moi, comme ministre, la responsabilité de mettre un peu la rondelle au jeu. Alors, on a présenté un livre vert, c'est-à-dire un document de consultation. Et je ne vous cacherai pas, parce que je l'ai déjà dit, que finalement, pour écrire ce document de consultation-là, il fallait que je me batte avec le conseil exécutif et avec le cabinet du premier ministre, parce que finalement, on trouvait que c'était trop tendancieux. Et finalement, quand M. Landry a fait l'ouverture, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Claude, des États généraux au Centre des congrès à Québec, alors qu'on l'avait laissé entendre par ma nomination que ça ne dépendait plus de l'agenda référendaire et que ce n'était plus la condition première pour réaliser de faire l'indépendance, tout à coup, il nous apprend, à l'ouverture des États généraux, que maintenant, la condition est revenue. C'est bien beau, travaillez, faites tout ce que vous voudrez, mais ça va passer après l'indépendance. Si on ne fait pas l'indépendance avant, bien, oubliez ça. Ouais. Ça part bien des États généraux. Moi, j'ai cité Papineau à ce moment-là, après ou avant, parce que c'était aussi mon discours d'ouverture comme ministre responsable. J'ai rappelé la déclaration de Louis-Joseph Papineau, qui est un peu son testament politique, dans un discours à l'Institut canadien en 1868, qui disait « Il n'y a pas de gouvernement légitime si ce gouvernement ne repose pas sur la majorité populaire. » Et pour être juste et finir, dans la séquence des événements, au PQ, ils sont rendus à Bernard est là, puis il y aura la proposition qui va être soumise au Congrès, donc du PQ, normalement au printemps prochain. Puis comme dit le jargon, si la tendance se maintient, on va revenir à cet engagement dans le programme. Qu'est-ce qu'on en fera? Bon, on verra si c'est mieux que ce qu'on en a fait dans le passé. À l'automne. À l'automne? Je pensais que c'était au printemps. Ah, OK, parfait. Bien, la proposition, mais le Congrès, lui? En principe, juin 2017, mais là, avec la course au leadership. Oui, c'est ça. C'est ça, mais normalement, parce que c'était la décision du Conseil national, ça sera dans la proposition principale.
puis ça sera ou pas entériné, mais mon intuition, c'est que ça va être entériné. Pourquoi? Parce que c'est entre autres une des conditions, puis je crois que c'est correct, d'une éventuelle alliance électorale ou convergence quelconque. Puis encore une fois, à cause de l'expérience écossaise. Voilà. La démocratie a été exclusive par rapport aux femmes, par rapport aux Noirs, par rapport aux esclaves, et continue de l'être